Moi, quand je revenais en Bretagne, quand j'étais enfant, que je passais mes vacances chez ma grand-mère, systématiquement, quand on allait à la plage à 4 heures, elle mettait la bouteille de cidre dans le trou d'eau et le pain, il n'y a pas la baguette, hein, le pain de campagne avec La grande boîte. celle-là, voilà, la boîte de pâté naf, celle-là. Ouais. Et on mangeait ça, mais Quand on pense à la Bretagne, on imagine des plages infinies, des vacances en famille, de solides maisons en pierre et des ports de pêche au charme si particulier. Mais il y a une autre Bretagne que l'on connaît moins, loin des chemins touristiques. Une Bretagne au savoir-faire précieux, qui fabrique, qui confectionne, qui décore, qui perpétue la tradition ou qui invente de nouveaux produits. Certains disent que le Made in Bretagne est encore mieux que le Made in France. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Le Made in Bretagne, c'est une histoire d'aventurier aux qualités exceptionnelles. Comme Loïc, le convivial, sa petite boîte bleue est le pâté préféré des Français. Un concentré de Bretagne qui voyage dans le monde entier depuis un siècle. Ou encore Jean-Guy et Michel, les indestructibles. Ils se battent depuis 20 ans pour que leur célèbre marinière soit toujours fabriquée ici, dans le Finistère. Il y a aussi Jean-Pierre, le conquérant. Il a sauvé la faïence de Quimper il y a 5 ans et veut maintenant la relancer en Amérique. Malo, fier comme le roc, est à la tête de l'association Produits en Bretagne, 370 entreprises et plus de 100 000 emplois. Pour les gens, ça parle. Ça parle plus probablement qu'un Made in France un peu abstrait, un peu lointain. Éric, le séducteur, reçoit toute l'année des acheteurs du monde entier pour leur faire découvrir les fleurons de la gastronomie bretonne. Et enfin Sylvie, une redoutable femme d'affaires. Avec ses glaces haut de gamme fabriquées à Saint-Malo, elle veut s'attaquer aux plus grandes marques américaines. Oui, c'est un peu fou, mais j'y crois. Il faut y aller. Quartier de Locmaria, à Quimper. La visite de 16 heures, on va y aller? Allez, venez, suivez-moi. Une quinzaine de curieux s'est donné rendez-vous pour découvrir la faïencerie Henriot, une des plus vieilles entreprises de France. C'est une bien vieille maison que je vais vous faire visiter là, parce que ça fait plus de 300 ans que ça existe. La première personne qui s'est installée ici y est venue en 1690. C'est Jean-Baptiste Bousquet, il venait du sud de la France et il s'est installé ici parce qu'il y avait tout ce qu'il lui fallait. L'eau, la terre, le feu. L'eau, vous avez dû remarquer, la rivière Audet qui est juste sur le côté. La terre, c'était dans l'anse de Toulven, un peu plus bas. Et le feu autour avec les bois où on pouvait lancer les grandes fournées. Et nous sommes actuellement encore 26 dans cet atelier à tout faire à la main. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Comment on fabrique une faïence? Alors tout d'abord, on va chercher à former une pièce. Notre argile de terre, on va lui donner une forme. Pour ça, on a 3 façons. Le coulage, le calibrage et le pressage. Après cette pièce réalisée, on va la cuire à 1040 degrés pour obtenir cette forme dure que vous voyez, qu'on appelle le biscuit. Ce biscuit, on va ensuite le plonger dans de l'eau et de la poudre de verre. Ça s'appelle l'émaillage. Là-dessus, les peintres viendront poser leur couleur. Vous voyez, c'est très très clair parce que ce sont des oxydes de métaux. La dernière étape, c'est la deuxième cuisson à 940 degrés pendant 9 heures. Ça va, vous voyez, révéler les couleurs et faire que l'émail qu'on a posé au départ va se vitrifier et recouvrir complètement la pièce. Voilà, c'est ça la magie de la faïence.
Voilà, je vous laisse découvrir et on reparle juste après. Dans le plus grand silence, les peinteuses exercent leur art. En 3 siècles, la touche de Quimper a fait la réputation de la ville dans le monde entier. C'est ici qu'on va façonner ce célèbre bol à oreille. C'est ici qu'il est né dans nos ateliers. Quand le tourisme est arrivé en 1936, vraiment les congés payés, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de très particulier. Un petit breton au fond et le prénom devant, c'était le cadeau assuré. Et ça marche toujours, hein. C'est vraiment l'objet qu'on vend le plus, le bol à oreille, le vrai, celui qui est fait à Quimper. La faïence de Quimper, un art authentique pour tous les budgets. De quelques dizaines d'euros pour le bol à oreille à plusieurs milliers pour les pièces les plus rares. Classée entreprise du patrimoine vivant, cette vieille dame, née en 1690, a pourtant failli s'éteindre il y a 5 ans. Celui qui l'a sauvée, c'est Jean-Pierre Le Goff, le conquérant. Ingénieur et chef d'entreprise dans l'industrie navale, il a croisé la route de la faïence un peu par hasard. On m'a dit, ah, il y a une boîte en liquidation à Quimper, en Rio Quimper. Mon fils m'a dit, tu devrais faire une offre. Je me suis retrouvé au tribunal tout seul, donc j'ai été le seul à faire une offre pour reprendre. Je ne pensais pas gagner, je pensais que Rio Quimper, c'est une marque tellement emblématique de la Bretagne que c'est évident que quelqu'un allait prendre. Donc j'ai fait une offre et puis j'ai gagné. Donc je me suis retrouvé avec Rio Quimper et n'y connaissant rien, mais depuis je prends beaucoup de plaisir. Vous commandez. Depuis le rachat, Jean-Pierre n'a qu'une idée en tête. Redonner de sa superbe à la faïence de Quimper. Il collabore avec des artistes contemporains, comme à la grande époque de l'entre-deux-guerres. Il ressort également, en série limitée, des ensembles mythiques des années 20. Sur cette table, le service de la mer du peintre Mathurin Méheux. C'est une pièce rare. Il a été édité ici pour la première fois en 1922 par Mathurin Méheux, qui est venu travailler ici. C'était les premiers décors sophistiqués de l'époque, qui sortaient du vieux Quimper qu'on voit derrière, là. C'était les premières nouveautés. Il est vendu numéroté 8800 € TTC. C'est un beau service, hein, et c'est pas très cher compte tenu de la qualité et de la précision. Tout est fait à la main. Hein. En reprenant la faïencerie, Jean-Pierre Le Goff s'est retrouvé à la tête d'un véritable trésor. Ça, ce sont les greniers d'Henriot, qui ne se visitent pas. C'est assez superbe, avec poussière d'origine. Et il y a à peu près 10 000 pièces et modèles dans ce grenier. Voilà. Il y avait toute une série de présidents américains. Il nous en reste un seul, Andrew Jackson. Voilà, c'est le dernier qui nous reste. Ben voilà, Andrew Jackson. La faïence de Quimper était très en vogue aux États-Unis jusque dans les années 80. Et puis, elle a presque disparu. Alors Jean-Pierre a eu une idée surprenante pour repartir à la conquête de l'Amérique. À l'occasion du voyage de l'Hermione aux États-Unis, j'ai sorti cette pièce, Lafayette, United States, que j'offre en cadeau, hein, que je ne vends pas. Et Obama, je lui en ai offert un. Et il m'a répondu. Vous voyez là, voilà la lettre. Dear Jean-Pierre, voilà, The White House. Il dit qu'il est très touché par ce cadeau. Elle a un succès fou, cette lettre. Et donc là, je retourne aux États-Unis, justement, avec cette lettre, qui peut être un blanc-seing pour rentrer à nouveau, refaire pénétrer la faïence de Quimper aux États-Unis.
Un mois plus tard, à New York. Jean-Pierre a un premier rendez-vous dans ce palace 5 étoiles avec Pam Cooney, importatrice de faïence. Thank you again for your thoughtful gesture. I wish you all the best. Sincerely, Barack Obama. Yeah. That's impressive. This is our last collections. So this is kind of new Henriot. This is Garnier. A lot of new things you don't probably see in US for export, but why not? Never know. And you sell only on Only the on the web. internet. Yes, Yeah. only on the internet. Yes, it's too expensive to run they call it a brick and mortar store. But if you visit New York and you don't have any stores, it will be a problem. Right, that is yeah? another thing. And how to tell the story? Right. Because in a store you can see people, you can discuss with sellers. The stores in New York are changing the way they do business. So it's difficult in New York City, I think, to find the proper shop. On va voir, il y a de belles boutiques, mais c'est effectivement, on est dans un mouvement changeant. Dans le taxi qui le conduit vers Union Square, Jean-Pierre établit son plan d'attaque. Quelques adresses et une bonne dose de culot. J'ai le 41 Madison, 41 Madison, et puis il y a ABC Home et Fish Eddy. I have an earthenware company in France. The name is Henriot Quimper. This is totally handmade, and I offer this plate to Barack Obama. Okay, but only our stuff. Okay? Only our design. Ah, you edit by yourself. Okay. Yes. Ah, yeah. Go to ABC Carpet. It's on my list. It's good. Much better. Perfect. Thank you very much. Bye, au revoir. Bye bye. Au revoir. Ah bah oui, mais alors là, c'est tout l'immeuble, là. Allez. It's a good place to sell earthenware. Sure. Yeah. Sure. We do this kind of handmade products. Okay. I could hand it over to the manager. Okay. Yeah. Sur Park Avenue, Jean-Pierre passe saluer le Français Michel Bernardaud, star de la porcelaine. Jean-Pierre, Ça va bien? ça va. Michel Bernardaud se porte même très bien. Il vend en ce moment une série limitée de l'artiste Jeff Koons, le Andy Warhol contemporain. Oui, alors ça c'est nouveau, ça. Oui, ça c'est dans $8 000 quand même. Hein. Ça? Oui, Ah oui. Et t'as des acheteurs à $8 000? bien sûr. C'est des séries édition limitée à 2300 exemplaires, donc tu vois, c'est quand même... 2300 ouais, exemplaires? ouais. On en a déjà vendu plus de la moitié, là, hein, en moins d'un an. Hein. Tu fais des séries de 2300? Avec Koons, oui. Bon. Ben voilà, je trouve le Jeff Koons, l'Andy Warhol de demain, voilà. Dans cette ville où tout est possible, Jean-Pierre décroche un rendez-vous avec Richard Cohen, l'homme qui règne en maître sur les arts de la table à New York. So it's very kind of you to accept this impromptu visit. No problem. Now, Henriot Quimper was very well known in US It was very well known. 40 years ago. That's true. So you know Lafayette, Of course. okay? And I offered the #1 to Barack Obama. That's very impressive. Let's go for the last one. I will try to show you. This is That's interesting. good. Full set, 43 pieces, And the price? €8,800. It's very cheap, totally handmade, very fantastic, and historic. We have a big designer business. So a designer is redoing a home. They build a house, then they say, okay, we need new dinnerware for the kitchen, we need dinnerware for the dining room, etc. So this could be. I think that yeah, for this the market design, could be. yeah, for the could be designer interesting. community, I think it's believable. Thank you very much. Nice to see you. Nice to meet meeting you. Le grand retour de la faïence de Quimper aux États-Unis semble bien engagé. Après 3 journées marathon, Jean-Pierre repart avec de très bons contacts. Sa prochaine idée, faire venir des touristes américains à Quimper. Pendant ce temps-là, à Bryant Park, des Bretons expatriés se sont donné rendez-vous pour un petit moment de bonheur.
Ah, ça a l'air d'être bon, même. Du porc de Bretagne. Pâté naf. Moi, ça, c'est classe, ça. Bon, bah, bien. Bien mat. Bien mat. Ah, ça rappelle la maison, hein. Le bon vieux temps. C'est bien de retrouver le goût de quand on était jeune, quoi. Mais il y avait tous les jours du pâté sur la table. Hein. Ouais. C'était facile. Il suffisait d'ouvrir la boîte. Ah, c'est bon, hein. Super bon. Hein. Cette petite boîte bleue qui est dans le cœur de tous les Bretons, nous sommes partis à sa rencontre. Bienvenue à Pouldreuzic, une charmante commune du Finistère de 2000 habitants. Célèbre pour la beauté de ses plages, mais surtout pour son pâté. 100% pur porc breton. 35 millions de boîtes sont fabriquées ici chaque année. C'est Loïc Hénaf, arrière-petit-fils du fondateur de la marque, qui est aujourd'hui à la tête de l'entreprise. Et son pâté, il le vend dans le monde entier. Dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, à l'est, à l'ouest, quasiment sur tous les continents. Un pays auquel on ne penserait pas, mais c'est le Chili, où nous sommes bien présents. Et puis à l'opposé, tiens, le Japon, ou encore Singapour, où on est depuis quasiment 30 ans. C'est quand même une certaine fierté pour nous de savoir que nos produits sont vendus dans autant de pays. Le monde est vaste, donc c'est aussi une note d'optimisme. Un goût unique et un prix attractif, cela pourrait suffire à expliquer le succès de ce pâté. Mais il y a autre chose. Une relation toute particulière avec les consommateurs, basée sur la simplicité et la convivialité. Ça évoque quoi pour vous L'enfance, les bonnes choses, le plaisir. Ouais. Merci. C'est du plaisir. Et le goût ouais. inimitable en plus. Hein. C'est vrai, il y a un goût particulier. Mais c'est le plaisir, je dis tiens, j'ai un petit bout de Bretagne avec moi. Ouais. Ah, c'est chouette. C'est toute la Bretagne. Pour comprendre comment est né ce pâté, il faut plonger dans les souvenirs et les archives de la famille avec Loïc et son papa Jean-Jacques. Moi, j'ai vu tourner celle-là dans l'usine. Ah bon? Ah oui, très bien. Très très bien, les petits pois. Mais c'était quand j'étais comme assez gosse. Hein. Oui, très bien. Nous sommes en 1907. Jean Hénaf, un agriculteur très impliqué dans la vie de sa région, crée une entreprise de conserve de légumes. Son principal objectif, améliorer le quotidien de la population et éviter l'exode des Bretons vers Paris ou l'étranger. Vous savez, à cette époque-là, ce qui se développait, notamment à la pointe de Bretagne, c'était l'industrie de la conserve, qui était relativement récente quand même. C'était surtout la conserve de poissons, mais là, ici, il y avait également le développement de la conserve de légumes. Et donc mon grand-père a voulu que les productions locales, qui étaient beaucoup de petits pois, des haricots verts en particulier, qu'elles soient mises en boîte ici. Pendant la Première Guerre, 3 des fils de Jean Hénaf sont au front. Jean veut contribuer à nourrir ses enfants et leurs camarades de tranchée. Il va alors s'intéresser à une autre ressource locale, le porc breton. Mon grand-père n'était pas charcutier pour dessous. Il a eu l'idée de mettre la totalité du cochon, tous les morceaux nobles du cochon, en fait, en boîte, ce qui ne se faisait pas traditionnellement chez les charcutiers. Mais le produit était très bon. D'ailleurs, son premier nom était Le Préféré. Et ce pâté a, petit à petit, a fait l'objet de demandes, beaucoup de demandes locales en réalité, hein, des demandes des gens. Alors, ils nous écrivaient pour nos chers prisonniers, pour nos poilus, pour nos chers poilus aussi. Ayant goûté votre pâté de porc Le Préféré, et l'ayant trouvé excellent, j'en ai expédié à mon fils, sous-lieutenant au 26e d'infanterie à Salonique, qui, comme moi, l'a trouvé très exquis. Je vous envoie 2 mots pour vous demander si vous seriez content de m'expédier 2 ou 3 douzaines de boîtes de pâté de porc pour envoyer à mon mari prisonnier en Allemagne. Alors, monsieur, en attendant la réponse, je vous envoie... Je crois que ce pâté mérite bien son nom. C'est en effet le préféré, surtout des pauvres prisonniers. Avant mon départ de Toulon, j'ai reçu de mes parents quelques boîtes de votre excellent pâté. Ayant donné à goûter à mes camarades, ils ont été unanimes à me répondre qu'il était très bon
et qu'il désirait en avoir constamment. Et donc c'est comme ça que le pâté Hénaf est né, parce que les gens le trouvaient très bon. En 1920, la Marine nationale passe sa première commande. Le pâté Hénaf devient le pâté des Mataf. Jusque dans les années 60, il reste vendu principalement en Bretagne. Mais en 1972, l'entreprise décide d'arrêter les conserves de légumes pour tout miser sur son pâté. Le pari est de taille et des campagnes publicitaires sont lancées à la radio, puis à la télévision. Je me souviens quand nous allions avec mon grand-père Jean Hénaf livrer les boîtes de pâté Hénaf. Pour faire un bon pâté, mon grand-père avait une recette toute simple. Il faut y mettre tous les morceaux du porc, même les jambons. On ne change pas une recette qui gagne, ni la manière de travailler. Comme son arrière-grand-père, Loïc achète ses cochons le plus près possible de Pouldreuzic. À la ferme du Ruau, par exemple, située à seulement 4 km. Ça va? Ça va bien, merci. Oh, génial! Ceux-là sont nés hier. Sur 13 000 porcs élevés ici chaque année, Loïc en achète 11 000. Et c'est plutôt un très bon client. On m'a dit que vous achetez les cochons un peu plus chers Que d'autres. Bah, c'est pas faux en plus. C'est vrai cette histoire? Bah, non, c'est vrai, oui, non, c'est pas faux. Ça n'a pas de sens de tirer les prix vers le bas, parce que tirer les prix vers le bas, c'est tirer la qualité vers le bas. Faut pas rêver, hein. C'est qualité-coût. Hein. Des cochons triés sur le volet, un temps de transport réduit au maximum, et pour maîtriser toutes les étapes de la fabrication, l'usine dispose même de son propre abattoir. Ah ben c'est totalement unique, c'est probablement le seul abattoir qui est dédié à un produit. Unique aussi, l'utilisation de tous les morceaux du cochon. C'est très atypique normalement de ce cochon. Vous allez retirer le jambon, vous allez retirer l'épaule, vous allez retirer le filet, vous allez retirer tout un tas de pièces pour les vendre en boucherie, pour les vendre pour être consommés différemment ou faire d'autres produits. Pour le pâté Hénaf, et c'était ça l'idée de départ, c'était utiliser la totalité de la viande de la carcasse. Voilà la partie visible. Mais il reste un petit secret bien gardé. Un savant mélange d'épices qui donne son goût si particulier au pâté. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui en connaissent vraiment les fondamentaux, et puis 3 ou 4 autres qui en connaissent des petits bouts. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai secret quand même, oui. La priorité de la famille Hénaf n'a pas changé. Contribuer à l'essor économique de la région. L'usine compte aujourd'hui 230 salariés et réalise près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ce succès, la marque le doit d'abord à ses consommateurs, ou plutôt à ses fans. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il faut se rendre sur la page Facebook de la marque. Gilda Collin du service marketing s'en délecte chaque matin. Donc 142 656 fans exactement. On a tellement de photos qu'on peut les ranger par thématique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un album de photos avec les animaux, et on a la boîte de pâté Hénaf autour du monde, on a le recyclage de boîtes de pâté Hénaf, puisque les gens font tout et n'importe quoi, des pendules, des lampadaires, et donc on a un album spécifique. Et ce qui est rigolo, c'est que ça s'auto-alimente, puisque ça donne des idées à nos fans, qui en ont déjà beaucoup. Salut Gilda. Salut Anthony. T'as fait bonne route? Ouais, ça va. Anthony Serrazin, un comédien, fait partie des fans, lui aussi. De toi. Il a voulu s'intéresser de près à ce lien si fort qui unit la petite boîte bleue à des milliers de familles. Alors il a plongé son nez dans les archives du courrier, 100 ans de correspondance, et en a fait un spectacle. Je vous parle de mon enfance, dans les années 30. À cette époque, nous ne connaissions que des bonheurs simples. Il n'y avait pas de menu varié. L'été, pendant les congés payés ou le dimanche, nous allions à la mer. Et là, face à l'océan, le moment le plus attendu était l'ouverture de la petite boîte bleue. C'était festif et ça mettait tout le monde en appétit. Dans les courriers qu'on a dans le spectacle, c'est surtout des personnes qui disent moi je veux vous parler d'une chose qui s'est passée dans ma vie, voilà.
eh bien, je me suis marié grâce à une boîte de pâté neuf. Voilà. Ouais. Et il raconte ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, Gilda, c'est gratuit. C'est-à-dire que les gens ne demandent pas à avoir une boîte de pâté ou autre chose en échange. C'est juste raconter ça et l'envoyer à Enaf, quoi. Et ça, c'est hyper fort, quoi. Ce dimanche d'été, des fans de toute la France se sont donné rendez-vous à Pouldreuzic pour la Garden Pâté annuelle. Un pique-nique géant dans la bonne humeur et la simplicité. Vite, 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 on se prépare pour la photo et on n'acceptera aucune absence. Le tout premier siècle du pâté est fêté en grande pompe. 3000 personnes sont réunies sur la photo de famille. Une autre force des Bretons, c'est leur fierté. À Brest, des centaines de chefs d'entreprise se sont donné rendez-vous. Certains présentent leurs nouveaux produits, d'autres reçoivent des récompenses. À la fin de la matinée, aux côtés de Jean-Yves Le Drian, une image rare. Les géants de la grande distribution se saluent chaleureusement sur la scène. Michel-Édouard Leclerc et Serge Papin, le président de Système U, semblent être les meilleurs amis du monde. Il n'y a bien que les Bretons pour réussir ce genre d'exploit. Ce jour-là, les 1000 personnes présentes dans la salle font partie de la même famille, celle de Produits en Bretagne. Un label créé en 1995 pour tenter de faire face à une sévère crise économique. On passe au chapitre social avec 76 nouveaux licenciements annoncés à Rennes. 3 semaines après le dépôt de bilan, CB Industries, la fabrique d'imperméables de Fougères, annonce 48 suppressions d'emplois. 400 personnes dans les rues cet après-midi, après l'annonce la semaine dernière de la fermeture d'une conserverie de légumes. Nous sommes au début des années 90. La Bretagne souffre. Les fermetures d'usines s'enchaînent. Pour relancer l'économie, des patrons imaginent un concept tout simple mais novateur, inciter les Bretons à consommer des produits fabriqués dans leur région. La suite de l'histoire, c'est Malo Boussel-Dubourg, le directeur de Produits en Bretagne, qui nous la raconte. Et ça s'est passé au travers de ce tout premier prospectus, là, vous voyez, avec la marque Produits en Bretagne de l'époque, qui n'est pas la marque Produits en Bretagne actuelle, qui a été testée en magasin, une douzaine de magasins de l'enseigne Leclerc, donc c'est Leclerc mais de la pointe de la Bretagne, la Scarmore. Et il s'était mis d'accord avec quelques entreprises au tout début pour tester l'idée, pour vérifier si l'idée avait quelque chose dans le coffre ou pas. Et donc les consommateurs ont été interrogés, les produits étaient étiquetés pour l'occasion. On a demandé aux consommateurs qu'est-ce que vous pensez de cette idée. Est-ce que si vous voyez une marque Produits en Bretagne, est-ce que ça résonnerait pour vous? Est-ce que ça vous inciterait à préférer ces produits-là? Et la réponse a été suffisamment positive pour que l'aventure soit lancée vraiment de façon officielle. Les résultats vont dépasser toutes les espérances. Les ventes de produits estampillés du célèbre phare s'envolent. L'économie est relancée, des emplois sont créés. En un peu plus de 20 ans, 370 entreprises bretonnes vont rejoindre l'association. Aujourd'hui, Produits en Bretagne représente plus de 100 000 emplois. Démarre Hervé. Démarre Malo. Salut Dit. Salut Dit. On va faire un petit tour au magasin. Dans le magasin d'Hervé Le Goff, comme dans toute la Bretagne, impossible de faire ses courses sans tomber sur le célèbre logo. Le fameux coulis d'amande, incontournable en Bretagne. Confit d'oignon de Roscoff à AOC. C'est des produits pour faire l'apéritif. On a des produits potentiellement dans tous les rayons. Ici, il est partout le logo. Il est sur les produits, il est sur les murs. Pour que ça reste présent à l'esprit des gens en permanence, parce que sinon on oublie en fait. Et si on oublie, du coup, en toute bonne foi, on va pas penser qu'il faut donner sa préférence à un produit qui a été fabriqué en Bretagne si on veut créer de l'emploi en Bretagne. Donc, pour les nouveaux produits, on demande à nos membres d'inscrire une mention spéciale. Le nombre de salariés, 37 salariés. C'est le message de Produits en Bretagne et ça le rend extrêmement concret.
Pour mesurer l'efficacité du concept, prenons l'exemple de Carabraise, le caramel au beurre salé. Direction Belle-Île-en-Mer, à 45 minutes de bateau de Quiberon. Bonjour Christophe. Bonjour Malo. Ça va bien? Très bien. La traversée s'est bien passée? Impeccable. Bienvenue. Hein. Merci. L'atelier de Christophe Nisseron tourne à plein régime. Bonbons, crème de caramel ou caramel liquide, il emploie aujourd'hui 30 personnes pour réussir à satisfaire les demandes. On commence à 5 h du matin. D'accord. Et ça se termine à 17 h. Ah, les petits pots. Ça part dans toute la France. Alors bien sûr, la Bretagne en priorité et toute la France et un petit peu le Japon. Pourtant, quand il s'est lancé dans l'aventure du caramel, Christophe se sentait bien seul au milieu de son île et de ses 4500 habitants. Il avait 3 salariés. On est sur une île, donc l'agroalimentaire sur Belle-Île, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus puisqu'il y a eu des conserveries. Quand on a été habilité et donc adhérent et qu'on a reçu nos premiers mails de Prenez en Bretagne, on a eu l'impression d'être connecté à l'ensemble de la production bretonne. Ça a été pour moi un moment fabuleux. Dès qu'il a fait partie de Produits en Bretagne, Christophe a vu ses carnets de commandes se remplir. La grande distribution lui a ouvert les bras, il a embauché une personne par an et a multiplié sa production par 40 pour atteindre 200 tonnes de caramel aujourd'hui. C'est vraiment des exemples où on est sur des territoires où c'est loin d'être évident de maintenir de l'emploi. Et là, du coup, le fait d'être dans un réseau, de travailler ensemble, on démontre que c'est possible. Le Made in Bretagne, c'est aussi beaucoup d'audace. Saint-Malo est célèbre pour ses remparts, mais on y vient également pour déguster ses crèmes glacées et autres sorbets. Tellement réputé qu'il faut parfois plus d'1 heure d'attente pour un cornet. Alors Sylvie Bondil, une femme d'affaires que rien n'arrête, a eu une idée. Quand j'ai vu qu'il y avait tant d'amateurs, je me dis les gens se font tellement plaisir avec ce produit, pourquoi ils ne se font pas plaisir aussi à l'autre bout du monde? Donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie, à partir du même laboratoire, de la même fabrication, en fait, de pouvoir aller exporter les glaces à l'international. C'est comme ça que l'idée de la glace est venue, parce que en arrivant en Bretagne, l'agroalimentaire s'impose, les gourmandises s'imposent, le caramel, les glaces, tout ça, ça paraît une évidence, et donc j'ai eu envie de m'y lancer. Oui, c'est un peu fou, mais j'y crois. Il faut y aller. Sylvie va se battre pour convaincre les banques de la suivre. Elle rachète le laboratoire et perce enfin le secret des glaces de Saint-Malo, une recette toute simple. On met de la purée de fruits, on met du sucre et de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique. On ne travaille pas du tout avec de poudre industrielle. On ne met pas de colorant, on ne met pas de conservateur. On ne met rien de chimique. Véritablement, on ne met rien de chimique. Sylvie crée sa propre marque, Moustache. Elle attaque de plein fouet les géants américains de la crème glacée et pour leur prendre leur clientèle, elle mise tout sur son packaging. Donc l'idée, c'était de faire un packaging accrocheur sur une glace haut de gamme, donc sur des codes noirs, dorés. Et puis après, le fait de mettre plutôt un chien, bon, c'est pas que un chien d'ailleurs, parce que c'est aussi des personnages, mais bon, c'était le côté un petit peu décalé. Les gens regardent, ils sourient. Et c'est vrai, quand on arrive à faire sourire tout de suite, je pense qu'il y a déjà une part de l'envie d'achat qui est conquise. À Paris, on commence à s'intéresser à ces glaces. C'est un bon début. Mais Sylvie veut aller beaucoup plus loin. Alors là, j'étais la semaine dernière au Japon, à un salon qui s'appelle le Foodex, qui est en fait la clé d'entrée un peu sur l'Asie, puisqu'on a eu des contacts sur Hong Kong, sur Macao, sur les Philippines, sur la Corée. La Corée qui est très intéressée, c'est des produits assez haut de gamme pour là-bas. Et voilà, donc tout reste à travailler, bien entendu, mais il y a eu un accueil très sympa de la marque. Séduire la clientèle étrangère pour lui vendre du Made in Bretagne,
C'est justement la spécialité d'Éric Voulant. Allô. Bonsoir. Ce soir-là, Éric reçoit des acheteurs malaisiens qui travaillent pour des chaînes de supermarchés haut de gamme. Ils ont parcouru 10 000 km pour découvrir les spécialités culinaires bretonnes. Donc voilà, pendant le séjour, je vous demanderai de porter le petit badge. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et ça, c'est un petit cadeau de bienvenue. Éric a 2 jours pour leur faire remplir leur carnet de commandes. Il travaille pour Bretagne Commerce International, dont l'objectif est de favoriser les échanges avec les pays étrangers. C'est la 3e délégation qu'on accueille cette année. Nous avons eu l'enseigne Fairway des États-Unis et auparavant l'enseigne Hyundai qui est venue de Corée. Voilà. Et en fin d'année dernière, nous avons accueilli des Chinois, des Polonais. Voilà, ok. Première visite chez Primel Gastronomie, un des leaders du surgelé en France. La réglementation française est une des plus strictes au monde en termes d'hygiène et de traçabilité. Cela plaît beaucoup aux acheteurs asiatiques pour qui la sécurité alimentaire est une priorité. It's very clean, very efficient. I like it. Ça leur permet vraiment de voir les conditions de fabrication, les recettes, c'est vraiment important. La fabrication des feuilletés est un vrai spectacle. Ah, c'est beau! Oh là là, c'est génial! C'est vraiment délicat la façon dont ils ferment la pâte. C'est comme des petits doigts. It's very impressive. Yeah, I would like to try. Tristan Falquin, le directeur de l'usine, veut leur faire goûter un maximum de produits. Risotto, pâte au pesto, plat pour bébé ou paella, il est à peine 10 heures. Le risotto à 10 heures du matin, ça passe bien? Il faut s'adapter. Hein. Vous aurez constaté que j'en ai pas mangé beaucoup. Leur pouvoir d'achat aujourd'hui augmente, ça leur permet de voyager et de consommer des produits importés. Donc c'est vraiment sur ce créneau-là qu'on se positionne nous pour leur apporter nos savoir-faire à la maison. Breton en l'occurrence. Encore, le breton est ouvert, donc on cuisine même de la paella. Donc, ouais. Arrive le moment que tout le monde attendait, les feuilletés. The texture is very nice of the dough. Yeah, I mean, I didn't expect it to taste like that, but it's almost like it comes out from the bakery. Yeah, so it's very nice. Yeah, I think for Malaysian market, the mushroom one will be popular. I personally think. Yeah. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Thank you. Bye bye. Pleudian-sur-Rance, pas très loin de Saint-Malo. Ici, on fabrique le cidre Val de Rance, 100% naturel, depuis 1953. Nice to meet you. Hello. Bonjour. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Les formalités protocolaires accomplies, Nolwenn emmène ses convives pour une dégustation à la source. Voilà. Là, il s'agit d'un assemblage de cidre demi-sec en bio. Donc ce qu'on recherche, c'est une couleur dorée-orangée, hein, une belle limpidité. I like it very much. Yeah, thank you. Very refreshing. Yeah. Aujourd'hui, on n'est pas du tout présent sur cette zone, donc c'est vrai que si on pouvait se développer en Malaisie, on sait qu'il y a du potentiel, on sait que
Les personnes qui nous rencontrent aujourd'hui sont des acteurs qui sont majeurs dans la distribution malaisienne. Donc évidemment, l'objectif, il est de pouvoir séduire ces nouveaux consommateurs-là. Et donc là, la glace, on va innover. Là, on va innover. Et c'est vrai que la glace, c'est facile à transporter, vous voyez. Ça fond pas. Sylvie Bondil est la dernière de la journée à tenter sa chance. Si elle réussit à séduire les acheteurs malaisiens avec ses glaces, c'est un marché de 30 millions de consommateurs qui s'ouvre à elle. You have to know that in ice cream business, 95% of the people are using chemical powders, and it's very, very rare to find people that are still using very traditional methods. So we are one of them. On all the raw materials, we only buy products from Brittany, nothing from outside. L'argumentaire est bien rodé, mais dans les affaires, il y a souvent des imprévus. I show you the products or... En Malaisie, la religion interdit de caresser les chiens et de les faire entrer dans les maisons. Les acheteurs sont un peu gênés. It's faux pas, if you like, dogs, they prefer cats, if you like. If you want to pick an animal, they are the cat people, not the dog people. Yeah. So it's, so it's cultural subtleties that need to be taken into consideration. The dogs, well, it seems that it is not well adapted to Malaysia. Yeah. So it's possible to have the pot with another figure. With another figure. Okay. Yeah. Okay. To develop specifically, we need volume, obviously, but we can. Obviously, we Sure. can because it's the concept. You can take a... Reste maintenant à goûter les glaces. For you to take it in your mouth, and you can take more. Very good. Really good. Usually makes you happy. Yes, definitely, especially with ice cream. On commence à discuter expédition et chaîne du froid. C'est plutôt bon signe. Every connection must be well connected. Yeah. Otherwise, this product already melted. Yeah. Là, en effet, on est sur des discussions plus techniques, administratives, le prix du transport, etc., etc. Voilà. Mais en effet, je pense que le savoir-faire breton, là, il est passé tout seul. Je sens qu'ils ont apprécié les différents produits. On voit qu'ils ont mangé et bu beaucoup de produits différents, qu'ils ont apprécié les différents goûts. Donc ça, c'est déjà très, très positif. Le bilan, on va le tirer dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il faut laisser le temps au temps pour que ces visites se concrétisent en commande, tout simplement. Dans le 6e arrondissement de la capitale, c'est le paradis de la rayure. Touristes étrangers ou jeunes Parisiens branchés craquent pour le vêtement emblématique de la Bretagne, la marinière. Where are you from? I'm from Philadelphia, in the US. Là, vous avez l'autre modèle. Donc ça, c'est celui-là, celui que j'avais. Oui. Et la coupe est différente du coup. C'est simple, ça donne un petit côté habillé. Et ça fait aussi un peu le côté français, il faut être honnête. Il y a le petit côté Made in France qui fait que ça fait encore plus sympa. Cette marinière est fabriquée à 560 km de Paris, dans le Finistère, derrière cette double porte. Bienvenue à Quimper, dans les ateliers d'Armor Luxe. À la tête de cette entreprise qui résiste contre vents et marées à la mondialisation, deux amis de toujours, Michel Guéguin et Jean-Guy Le Floch. Une de leurs plus grandes fiertés, le spectacle qu'ils offrent à leurs visiteurs. Ceux qui viennent sont assez frappés par cette porte qui s'ouvre et par voilà, ce nombre assez inattendu d'opératrices de confection qui travaillent encore sur le sol français. Je crois que c'est un choc, mais dans le bon sens du terme, que reçoivent tous les visiteurs qui viennent ici, et un choc très positif en tout cas. La marinière bretonne, symbole du Made in France depuis la photo-vedette d'Arnaud Montebourg, doit surtout sa réputation à sa qualité. Pas moins de 7 étapes sont nécessaires à sa fabrication, et cela commence par le tricotage du tissu rayé. On achète d'abord les filets, vous voyez, ce sont des filets là. Ces filets rentrent dans la machine et sont tricotés
avec ce type d'outil. Vous savez qu'Armor Luxe, c'est comme le roi de la marinière. Nous faisons 400 à 500 000 marinières par an. Et une marinière est en gros réalisée avec, on va dire, une bonne vingtaine de kilomètres de fil. Il y a ensuite la teinture, la stabilisation pour que les vêtements ne rétrécissent pas, le contrôle qualité parmi les plus sévères d'Europe, la coupe du tissu en suivant bien les rayures, la confection, le repassage et l'emballage. Certaines couturières sont dans la maison depuis plus de 40 ans. On a la chance d'avoir des mains de fée ici, qui sont quasi irremplaçables. C'est des mains de haute couture, c'est des mains tellement précieuses que c'est très difficile à trouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'étranger, il n'y a pas les mêmes. Lorsqu'ils reprennent Armor Luxe en 1993, les deux amis ont un but commun, maintenir les effectifs à Quimper, coûte que coûte. Ils le promettent au fondateur de la marque, un certain monsieur Hubacher. L'histoire commence en 1938. Monsieur Hubacher est suisse. Il arrive à Quimper pour se lancer dans la confection de sous-vêtements haut de gamme. Il installe sa famille, ses machines et ses employés dans cette jolie maison, route de Brest. Le fils de monsieur Hubacher, Walter, a aujourd'hui 80 ans. Mais il se souvient parfaitement des débuts d'Armor Luxe. Oh, je me rappelle le bruit des machines à coudre qui ronflaient là. Toi, t'habitais là-haut? Oui, on habitait donc à l'étage, au dernier étage, là, au deuxième étage. Bonjour madame. Votre locataire ancien. Bonjour madame. Voilà, C'est moi qui ai passé ma jeunesse ici. C'est vrai? Oui. C'est drôle. Vous voulez rentrer? Ah, j'aimerais bien voir le rez-de-chaussée, oui. Ah oui. Alors l'atelier était ici, 15 mètres de large, 20 mètres de long. Et combien de 300 personnes mètres carrés. Et combien de personnes ont travaillé dans cet atelier? Tu t'en souviens? Oh, il y a eu jusqu'à 30 personnes, je pense. 30-35 personnes. Ah ouais? À peu près. Ouais, donc t'es jamais revenu. Ouais. Non. Ah d'accord. Hein. Ah, c'est émouvant. Oui. Ah oui, parce que c'est vraiment remonté loin dans le temps. Hein. Un peu émouvant de... Oui, je comprends. Walter remonter le temps. Un jour, quand il s'agissait de trouver l'enseigne et la marque, mon père s'est renseigné pour savoir comment s'appelait la région. On lui a dit, c'est l'Armor, le pays de la mer. Ah, il a dit, ça sonne très bien. Et le luxe, la terminaison luxe, lui avait plu. Ah, ça veut dire la lumière en latin. Et donc, il a dit, si on faisait Armor Luxe. Et c'était parti comme ça. Au début des années 50, monsieur Hubacher imagine un nouveau tricot avec 2 bobines de fil blanc et une de fil bleu. Sa marinière va devenir le produit emblématique de la marque. Avec le succès, l'entreprise s'installe dans cette usine flambant neuve. En 1970, Armor Luxe lance sa première collection de prêt-à-porter et en 1982 ouvre sa première boutique à Paris. La marque emploie jusqu'à 600 personnes. En 1993, quand Jean-Guy et Michel la rachètent, elle s'essouffle un peu et ne compte plus que 450 salariés. Les deux ingénieurs vont devoir se battre et faire face à la concurrence étrangère. Pour relancer le chiffre d'affaires et les embauches, il faut innover et élargir la gamme. 1500 nouveaux produits sont créés chaque année par les stylistes du bureau d'études. Toute la famille doit pouvoir s'habiller aux couleurs de la Bretagne, des pieds à la tête, avec en toile de fond la rayure. On est dans une usine à créer, avant d'être dans une usine à fabriquer. On crée, on n'arrête pas. Et ça, c'est important. Bien sûr, c'est essentiel. C'est essentiel. On est aussi dans la mode. Et dans la mode, il faut créer, donc on crée tout le temps. Tout le temps, mais on a une chance inouïe par rapport à beaucoup de confrères, c'est qu'on a la chance d'avoir entre nos mains une vraie pépite qui est la rayure. C'est une valeur refuge, c'est vrai que les consommateurs, consommatrices ont l'impression de retourner vers des années où la vie était plus facile. Nous, en tout cas, c'est notre vie, c'est la vie de cette maison et on est très heureux que cette rayure soit reconnue aujourd'hui quasi mondialement. En plus de la mode, les deux Bretons vont s'imposer dans un autre univers, les vêtements professionnels. Jean-Guy et Michel vont batailler dur et remporter plusieurs très gros marchés.
Ils habillent par exemple les 120 000 postiers, les vendeurs de Carrefour ou encore les 35 000 agents de la SNCF avec un tissu miracle inventé par Michel. Ce tricot a la particularité d'être un double face. Vous avez du coton d'un côté et de l'autre côté une laine polyamide. Cette originalité permet au tricot d'être porté hiver comme été. Aujourd'hui, Armor Luxe réalise plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Jean-Guy Le Floch et Michel Guéguin ont réussi leur pari. Ils emploient 550 personnes, 100 de plus que lorsqu'ils ont racheté l'entreprise en 1993. Je crois que vous avez croisé pas mal d'entreprises bretonnes, vous avez découvert à peu près le même état d'esprit partout, c'est-à-dire cette volonté de ne rien lâcher et puis d'aller jusqu'au bout des paris. On a cette volonté de respect du terrain, de l'histoire et cette volonté d'aventure comme l'ont eu les grands marins bretons dans le temps. Voilà, on est des éternels insatisfaits et des combattants de toujours pour la perfection. C'est un peu dans notre état d'esprit breton et on est tous comme ça. Ne jamais lâcher prise, toujours garder le cap et regarder loin devant, être solidaire et déterminé pour relever de nouveaux défis. Voilà ce qui rassemble ces hommes et ces femmes qui écrivent ensemble la grande aventure du Made in Bretagne.